Bienvenue au labo des CIP. Aujourd'hui, on plonge, on décortique même. Un sacré morceau de notre métier de conseiller en insertion professionnelle, le fameux CCP1. Ah oui, le CCP1. Accueillir pour analyser la demande, poser les bases d'un diagnostic partagé. Bon, c'est un peu la totale, quoi. C'est vraiment là que tout commence, la première rencontre. C'est ça. Et soyons francs, c'est souvent là que soit la magie opère, soit on sent que ça va être un peu plus compliqué. Tout à fait. Et c'est bien plus qu'une simple formalité administrative, ce premier contact. C'est vraiment le moment où on essaie de tisser quelque chose, un lien de confiance. Une alliance, presque. Oui, une alliance, dans un cadre, si possible, sécurisant. Franchement, on le voit tous les jours, hein. La réussite de tout l'accompagnement, elle dépend énormément de la qualité de cette première rencontre. Hmm. Il faut arriver à comprendre ce que la personne vit vraiment. Parfois, c'est pas ce qu'elle dit directement. Il faut lire entre les lignes, allier notre humanité et puis une certaine méthode quand même. Exactement. Et ça commence dès la porte du bureau, en fait. L'accueil, c'est pas juste un bonjour poli, si. Comment on fait pour créer cette fameuse bulle de confiance? Surtout quand on est un peu sous pression, le timing, la salle d'attente. Ah, la grande question. C'est le grand écart permanent de notre boulot, ça. Déjà, l'environnement, ça joue. Si on peut, un bureau calme, confidentiel, c'est l'idéal. Oui, pas toujours évident, mais Non, c'est sûr. Mais il y a des petites choses. Couper le téléphone, ou au moins le mettre en silencieux complet. Fermer la porte. Et puis nous, notre attitude. notre posture, Exactement. Ouverte, un ton calme, un sourire sincère, même si on est un peu speed à l'intérieur. Et parfois, juste proposer un siège, un verre d'eau, ou même oser un petit silence quand la personne arrive un peu tendue. Ça montre qu'on est là. ça me fait penser à une dame, Marie, 38 ans. Elle arrive hyper stressée, elle serre son sac comme une boîte sauvetage. L'instinct, ce serait peut-être de sortir direct le questionnaire pour aller vite, non? Oui, on peut être tenté. Mais juste lui dire, prenez le temps de vous poser, soufflez un coup, on a 1 heure, elle est pour vous. Ça a l'air de rien, mais on sent la pression qui retombe un peu. Ce petit moment, ça vaut peut-être tous les formulaires du monde pour démarrer, non? C'est exactement ça. C'est pas du temps perdu, c'est un investissement dans la relation. On crée l'espace. On dit à la personne, OK, je vous vois. Là, maintenant, comment vous êtes? Et ça peut ouvrir la porte à un échange plus vrai. Bon, alors on a posé le cadre, on essaie de détendre l'atmosphère, et là, on attaque le cœur du réacteur, l'écoute. Mais attention, pas n'importe laquelle, la fameuse écoute active. On en parle beaucoup, mais oulala, c'est un art. Ah oui. Comment on fait pour vraiment entendre ce qu'il y a derrière les mots? Les émotions, le non-dit, des fois c'est subtil. C'est un entraînement de tous les jours, faut pas se mentir. L'écoute active, ça repose sur des trucs assez concrets en fait. La reformulation par exemple. Le fameux « si j'ai bien compris Exactement. Si je vous suis bien, ce que vous voulez dire, c'est que non seulement ça montre qu'on écoute, mais ça permet de vérifier qu'on n'est pas à côté de la plaque avec nos propres idées. Et puis poser des questions ouvertes. ». Pas des questions fermées où on répond par oui ou non. Voilà. Plutôt, comment vous avez vécu ça, que c'était dur. Et puis observer, le langage du corps, Le non-verbal, c'est ça. Le regard qui baisse, les mains qui s'agitent, la personne qui se recroqueville un peu, ce sont des indices. Et surtout ne pas avoir peur des silences. ah, les silences. Parfois un peu gênants, non? Ils peuvent l'être, mais souvent ils sont hyper utiles. La personne réfléchit, elle cherche ses mots, ou une émotion remonte. Faut laisser faire. Comme avec ce jeune, Julien, 24 ans. Au début, il raconte son parcours, nickel, très factuel, presque trop lisse. Mhm. Mais on voit sa main qui tremble un peu quand il parle de son dernier job. Si on reste juste sur les faits, on passe à côté. Mais en creusant doucement, genre, qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans cette expérience? Paf, on découvre une histoire de harcèlement, un burn-out. Sans cette écoute fine, On construisait sur du vent. voilà. Et passer à côté de ça, c'est pas juste une info qui manque. C'est risquer que tout l'accompagnement soit bancal. Si on ignore cette blessure, le projet qu'on va bâtir ensemble, il tiendra pas la route. Le diagnostic serait incomplet et du coup l'aide proposée pas adaptée. Ce qui nous amène à un autre point super important, la demande initiale. Souvent, la personne arrive avec une idée en tête. Je veux cette formation ou trouvez-moi ce type de poste. On sait bien que c'est souvent que la pointe de l'iceberg. Ah oui, l'iceberg. Comment on fait pour aller voir ce qu'il y a dessous sans être trop intrusif, sans se donner l'impression de faire un interrogatoire de police? C'est délicat, c'est vrai. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle l'analyse globale, mais menée avec tact. On n'est pas là pour fouiner, mais pour comprendre le contexte. On ne peut pas juste parler boulot, isolé du reste.
Tout est lié, en fait. Exactement. Donc il faut oser aborder, doucement, hein, les questions autour du logement, de la santé et la santé mentale aussi, c'est hyper important. La mobilité, la famille, le réseau social, les compétences aussi, celles qui sont pas forcément sur le CV, et puis les freins administratifs, financiers. L'idée, c'est de voir comment tout ça s'articule. J'ai l'exemple de Sana, 29 ans. Elle arrive, super motivée. Je veux faire une formation de développeuse web. Super projet, elle est à fond. On pourrait se dire, génial, on fonce. Oui, ça donne envie. Sauf qu'en discutant un peu de comment elle s'organiserait, de son quotidien, on découvre qu'elle n'a pas d'ordi chez elle, pas d'internet fiable, et qu'en fait, elle n'a quasiment jamais utilisé d'ordinateur sérieusement. Oups, Ah oui, là, ça change un peu la donne. carrément, le beau projet prend un sacré coup dans l'aile. Exactement. Sa demande formation web, elle était réelle, mais elle cachait un besoin prioritaire, l'accès au matériel et une initiation au numérique. Si on s'était arrêté à la demande de départ, on l'envoyait au casse-pipe, probablement. Elle se serait découragée direct. Voilà. L'analyse globale a permis de mettre le doigt sur ce besoin caché et du coup de réajuster. Peut-être d'abord un atelier numérique, trouver une solution pour l'équipement, avant la grosse formation. C'est ça, poser les bonnes fondations. D'accord. Donc, on explore, on creuse, on écoute, et on se retrouve souvent avec une sorte de carte du territoire de la personne, pleine de choses, quoi. Des envies, des besoins, des freins, des points forts. Parfois, ça foisonne. Comment on fait pour pas se noyer là-dedans? Et surtout, comment on aide la personne à y voir plus clair et à prioriser? Parce qu'on peut pas tout faire d'un coup. Non, c'est sûr. C'est l'étape de la hiérarchisation. Elle est cruciale pour pas partir dans tous les sens et pour avoir un plan d'action qui tienne la route. Alors, les critères, il y en a plusieurs. D'abord, l'urgence vitale, on va dire. Le toit, la santé, Voilà, un toit sur la tête, être en état de santé correct, pouvoir manger, ça passe avant le projet pro la plupart du temps. Ensuite, il faut tenir compte des ressources de la personne, son énergie du moment, son entourage, sur quoi elle est prête à s'investir, là, maintenant. sa motivation sur certains points. C'est ça. Et puis, le contexte extérieur, est-ce qu'il y a des délais administratifs à respecter, une formation qui commence bientôt et qu'il ne faut pas rater? C'est un arbitrage assez fin à faire avec la personne surtout. On pense à Ismaël, 33 ans, qui est à la rue, et qui dit « Ma priorité numéro 1, c'est de trouver du boulot. N'importe quoi. Tout de suite. » On comprend son urgence, évidemment. Bien sûr. Mais notre rôle, c'est peut-être de l'aider à voir, sans le braquer, hein, que stabiliser d'abord le logement, ça pourrait être plus constructif. Même si c'est pas ce qu'il veut entendre tout de suite. C'est pas facile à faire passer ça. C'est vrai, ça peut paraître aller contre son besoin immédiat, mais c'est souvent en prenant ce petit temps de ralentissement apparent qu'on prépare mieux la suite. Chercher un job quand on ne sait pas où on va dormir. C'est une charge mentale énorme. Exactement. Ça plombe les chances de succès. Donc, dans ce cas-là, aborder le logement en premier, c'est pas ni l'importance du travail, c'est juste construire la première marche pour pouvoir monter les suivantes plus sereinement. Ok, donc on a défriché, on a une vision plus nette, on a identifié avec la personne les priorités. Arrive ce moment clé, construire le diagnostic partagé. J'aime bien ce mot partagé. C'est pas juste notre analyse à nous, CIP dans notre coin. C'est vraiment ça. C'est une étape de validation mutuelle. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On prend un temps pour résumer ce qui est ressorti de l'échange, les points forts, les difficultés, les besoins, les pistes possibles. On fait une sorte de synthèse orale. Oui, et on pose la question, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Est-ce que c'est bien ça sur quoi on doit se concentrer en premier? Il faut que la personne dise oui, c'est ça. Faut qu'elle valide. Exactement. C'est seulement une fois qu'on a cet accord qu'on peut commencer à dessiner ensemble un plan d'action. Même un petit plan au début, hein, avec des objectifs clairs, des étapes faisables. Ce diagnostic partagé, ça devient notre feuille de route commune. Ça donne du sens et ça motive la personne à s'impliquer. L'exemple de Fiona, 42 ans, il illustre bien ça. Elle voulait retrouver un emploi vite, vite. Mais en creusant, on comprend que la garde des enfants, c'est un casse-tête monstrueux qui la stresse énormément et l'empêche de se projeter sereinement. Plutôt que de foncer sur la recherche d'emploi, la CIP et Fiona ont convenu ensemble. Ok, étape 1. On trouve une solution de garde fiable. Priorité numéro 1. C'est ça. Et seulement après avoir réglé ça, elles se sont mises à chercher un travail, mais en tenant compte de ces nouvelles contraintes horaires, etc. C'est vraiment de la co-construction. Bon, on décrit ça, ça a l'air presque fluide, mais on sait bien que dans la vraie vie, c'est parfois plus, comment dire... Piquant. Voilà, piquant. On a des personnes qui arrivent méfiantes, découragées par des expériences passées, ou alors complètement perdues, ambivalentes. Comment on fait quand on sent cette résistance, cette méfiance?
Alors là, patience, humilité et pédagogie sont nos meilleurs alliés. La règle d'or, c'est ne jamais forcer. Si on sent que ça bloque, que la personne est sur la réserve, vouloir absolument boucler le diagnostic ou le plan d'action dès le premier entretien, c'est souvent une mauvaise idée. Ça peut braquer encore plus. Exactement. Parfois, il vaut mieux dire bon, on en reste là pour aujourd'hui, on se revoit la semaine prochaine, juste pour continuer à échanger, Hmm. sans pression. Il faut savoir reconnaître et nommer ce que la personne ressent. Je comprends que ce soit difficile pour vous, je vois que vous êtes sceptique. Valider ses émotions, Montrer qu'on entend sa réticence. c'est ça. Et valoriser le moindre petit pas. Rien que le fait d'être venu, c'est déjà énorme parfois. Et puis, on peut proposer des choses moins engageantes au début. Une réunion d'information, un atelier collectif, juste pour créer du lien, petit à petit. On pense à Jean-Pierre, 56 ans. Il arrive, on sent qu'il traîne des pieds, qu'il a été échaudé par le passé. Le « à quoi bon » est presque écrit sur son front. Le genre de situation qu'on connaît bien. Tenter de le remotiver de force, ça aurait été l'échec assuré. La conseillère a passé le premier entretien surtout à l'écouter, à accueillir sa plainte, son ras-le-bol, sans le contredire, juste écouter. Accusé-réception. Voilà. Et à la fin, elle lui a juste proposé de revenir la semaine d'après pour jeter un œil ensemble à un programme d'atelier, sans obligation. Et c'est cette approche patiente qui respecte son rythme, son histoire, qui peut, tout doucement, permettre à la confiance de s'installer. Ça peut prendre du temps, hein, plusieurs rendez-vous. La confiance, ça se décrète pas, ça se cultive. Heureusement, pour faire tout ça, on méthane avec juste notre bonne volonté et nos deux mains. On a quand même quelques outils dans notre besace de CIP. Même si on est d'accord, l'humain reste au centre. C'est quoi ces outils et comment on s'en sert sans que ça devienne trop mécanique? Oui, on a des supports, heureusement. Ils nous aident à structurer notre démarche, à ne rien oublier, à garder une trace et surtout à être cohérent. Toujours, évidemment, dans le plus grand respect de la confidentialité. Bien sûr. Alors ça peut être quoi? Des grilles d'entretien, par exemple. Pas pour les lire bêtement, hein, mais comme un pense-bête. Des fiches de synthèse pour formaliser ce fameux diagnostic partagé et le plan d'action. Des logiciels métiers sécurisés pour suivre l'accompagnement. Et parfois, oui, partager des infos pertinentes avec des partenaires, mais toujours avec l'accord de la personne, c'est fondamental. L'accord explicite. Toujours. Et puis, bien sûr, toute la documentation, les plaquettes sur les droits, les aides, les formations, les structures du territoire. Donc si je résume, l'idée, c'est pas de se planquer derrière un formulaire ou de laisser l'ordi mener l'entretien. Ces outils sont là pour nous aider à être plus efficaces, plus organisés, mais ils remplacent jamais l'écoute, l'analyse, le lien concret. C'est tout à fait ça. Les outils sont des moyens, ils sont au service de l'accompagnement, pas l'inverse. Le piège, ce serait de tomber dans une approche trop administrative, trop froide. Le cœur de notre métier, ça reste la rencontre. Les outils nous aident à mieux faire ce travail-là, mais ils ne le font pas à notre place. Bon, si on essaye de conclure un peu cette exploration du CCP1, on voit que c'est un sacré mélange quand même, hein. Il y a une grosse part de savoir-être, l'écoute, l'empathie, la patience, créer la confiance, tout ça. L'humain, quoi. Voilà. Et puis, il y a un vrai savoir-faire plus méthodique, savoir poser les bonnes questions, analyser la situation globale, synthétiser, aider à prioriser, construire un plan. C'est un peu comme être à la fois, je sais pas, un artisan de la relation et un architecte de parcours. Ah, j'aime beaucoup l'image. C'est exactement ça. C'est cette alchimie entre la posture humaine, qui est fondamentale, et une certaine rigueur dans la méthode, qui fait qu'un accompagnement est de qualité. C'est ce qui permet de transformer une demande parfois un peu brute au départ en un projet qui a du sens, qui est réaliste et surtout qui tient compte de la personne dans sa globalité, avec ses forces et ses fragilités. C'est là toute la richesse et parfois la complexité de notre métier de CIP, non? Exactement. Naviguer dans cette complexité humaine, chaque fois unique. Bon, ben voilà de quoi réfléchir sur nos propres pratiques autour de ce fameux CCP1. Et pour continuer à faire tourner les rouages dans nos têtes, une petite question pour la route. On parle beaucoup de méthodes, d'outils, de cadres pour ce premier entretien. C'est nécessaire, bien sûr. Mais quelle place on laisse vraiment, ou quelle place on devrait laisser, à notre intuition, à l'imprévu, à ce petit truc qui sort du cadre mais qui est peut-être super important dans la rencontre? Vaste débat. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette discussion. À bientôt dans le labo des CIP.